On en vient plus concrètement à la question de la localisation des sources d'informations sur la fiscalité. C'est donc, si vous vous souvenez, le deuxième sens que je donne au mot source. Quand j'ai parlé de source de la fiscalité, le premier sens, c'était un sens plus classique en droit qui était celui de savoir d'où viennent les règles et qui fabrique les règles. Donc on a vu un peu ça avec, à l'instant, avec les règles nationales, les règles européennes et puis des règles internationales. Donc souvenez-vous que l'essentiel des règles fiscales sont fabriquées au niveau national. La fiscalité est largement encore un monopole de l'État, même quand il y a des conventions internationales, l'État décide de céder une partie de son pouvoir d'imposer les revenus ou les activités. Donc vraiment, la fiscalité est une compétence, comme on dit en droit, une compétence nationale, compétence juridique nationale de l'État en particulier pour ce qui concerne la France, État unitaire. Et dans ce bloc de compétences nationales, c'est le Parlement, donc la loi, qui établit les principes conformément à ce qu'on sait depuis la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, etc. Donc, euh, la fiscalité, c'est en quelque sorte une des expressions de la souveraineté de la nation, de la souveraineté nationale. Donc ça, c'est un point central. Et après, donc l'aspect européen, on a vu que c'était un peu marginal, et l'aspect international également aussi. Donc là, on a vu ce premier sens de base, hein, en quelque sorte, qu'il faut avoir à l'esprit, en fond de tâche, je dirais, en matière de fiscalité. C'est quelque chose de national, et à l'intérieur du national, c'est quelque chose qui, chez nous, en France, État unitaire, est piloté par le Parlement national, avec le gouvernement national. On a très très peu d'autonomie, vous vous souvenez. Et puis il y a un deuxième sens au mot source, hein, un deuxième sens plus pratique, qui va tenter de répondre, et qu'on va voir tout de suite, qui va tenter de répondre à la question de savoir, ben, au fond, où est-ce qu'on trouve les règles de la fiscalité. Ça, je dirais concrètement, c'est ce qui va nous intéresser. Alors les sources de la fiscalité française, eh ben, elles sont diversement localisées. Mais justement, à partir de ce que j'ai évoqué, l'aspect central du rôle du Parlement et l'aspect central aussi du rôle du gouvernement avec le ministère des Finances, on a quand même des sources qui sont bien concentrées et relativement faciles à trouver. Alors pour schématiser, on va voir ça ensemble rapidement. Pour schématiser, on a le Code général des impôts qu'on va voir tout de suite sur cette diapositive. On a aussi un autre code qui s'appelle le livre des procédures fiscales, mais qui est un code qui a pour but d'appliquer des mesures d'exécution du Code général des impôts en matière de fiscalité toujours. Livre des procédures fiscales. Ensuite, on a un grand bloc qui s'appelle la législation fiscale, que j'appelle la législation fiscale commentée, qui se retrouve dans deux éléments qu'on va passer en revue rapidement, qui sont ce qu'on appelle les bulletins officiels des finances publiques, qui sont édités par le ministère des Finances, et qui s'appelle aussi le précis de fiscalité, donc qui est le deuxième aspect. Donc législation fiscale composée des bulletins officiels des finances publiques, les BOFIP en abrégé, et du précis de fiscalité. Puis il y a tout un tas d'autres choses, mais là ce sont les choses vraiment importantes qui constituent un peu ce qu'on appelle la documentation fiscale. Et enfin, on a, c'est marginal, je dirais, le code des douanes. Le code des douanes pour ce qui concerne un certain nombre de droits indirects. Et vous vous souvenez, en particulier, au début du cours, on avait évoqué cette question, ou le mot, en tout cas, des assises A de CISES. Donc, ces impôts qu'on perçoit sur un certain nombre euh, de matériel, je dirais, ou de marchandises particulières et dont on n'estime pas directement forcément la valeur, mais dont on va calculer les quantités. C'est les quantités qui vont servir d'assiette à l'impôt. Donc les carburants, l'énergie, le tabac, les alcools, essentiellement. Alors je laisse de côté, on laissera de côté les revues encyclopédiques spécialisées hein, qui sont pointues, hein, mais qui sont en fait d'un usage professionnel qui dépasse notre cadre. Bon, je dirais c'est relativement rare, sauf quand on est juriste un peu spécialisé d'aller piocher dans ces revues encyclopédiques.
Ça peut arriver, mais bon, on ne va pas les traiter. Alors, 2 mots d'abord sur le code général des impôts. Alors ça, c'est la pièce centrale, si vous voulez, du dispositif. On a vu que c'était le Parlement qui créait les règles. Ben, ces règles vont se retrouver en matière de fiscalité dans le code général des impôts. Alors, vous savez que les codes, et on avait vu le code du travail à une certaine époque aussi, ont pour vocation de compiler en quelque sorte de façon thématique les lois votées par le Parlement, les décrets pris par le gouvernement, éventuellement dans certains cas les arrêtés pris par les ministres concernés dans leur domaine de compétence, bien sûr. Alors, tout dépend du code concerné. Donc on se retrouve avec en France entre 70 et 75 codes. Il y a officiellement 75 codes, mais il y a plusieurs codes qui ne sont quasiment plus utilisés parce qu'ils ont été remplacés, mais on conserve encore quelques dispositions qui sont encore valables. Donc officiellement, il y a 75 codes en vigueur. Et le Code général des impôts et ses annexes, lui, dans cet ensemble de 75 codes, va compiler par matière, donc par thème, les lois fiscales votées par le Parlement en application de la Constitution. Or, vous vous souvenez, hein, c'est toujours à peu près les mêmes thèmes, hein, c'est les principes d'imposition, les différentes catégories d'impôts ou de taxes, leurs taux et leur assiette, ainsi que les modalités d'exonération. Ce qu'on appelle un tout petit peu les niches fiscales. Et donc tout ça, ça se retrouve dans le Code général des impôts qui est relativement difficile à pratiquer parce qu'il n'obéit pas, pas encore en tout cas, à l'architecture des codes modernes hein, qui ont été modernisés à partir des années 90. Là, on a encore un code avec une numérotation très très complexe qui est vraiment spécifique au Code général des impôts. Un classement qui n'est pas toujours évident non plus, un classement thématique qui n'est pas toujours évident, donc on a ces petits problèmes-là. Et puis, bon, ça part un tout petit peu dans tous les sens, mais j'ai eu l'occasion déjà d'évoquer ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est simplement que au-delà de ces aspects sur le contenu, ben, le Code général des impôts est accessible en ligne gratuitement, comme je l'indique sur la diapositive, hein, sur le site gouvernemental legifrance.gouv.fr. Donc c'est un site très, très, très intéressant qui a été modernisé en septembre 2020, créé en 1998 et modernisé plusieurs fois, dont en septembre 2020. Le problème de Légifrance, c'est qu'il faut à peu près savoir ce qu'on cherche, mais il est très très à jour, très pointu et très bien fait. Il y a aussi le Code général des impôts, mais on ne va pas s'en servir, qui est disponible chez des éditeurs juridiques, hein, Dalloz, les librairies techniques, l'Extenso, Francis Lefebvre, etc. Donc plusieurs types d'éditeurs juridiques. Ces éditions sont payantes et annuelles. Elles sont d'un usage professionnel en fait, hein, et pourquoi on les utilise au niveau professionnel? C'est parce qu'elles ont l'avantage d'être mises à jour annuellement. Bon, ça, c'est un avantage qui est largement surpassé par le site Légifrance, mais surtout, elles sont commentées. C'est-à-dire qu'on a pour chaque article des petits commentaires qui vont rajouter des actualités, de la jurisprudence, comment ça a été interprété, etc., etc. Donc les codes des éditeurs juridiques sont très très riches. Par contre, bon, ils sont dans un usage professionnel. Si on n'est pas dans la branche, c'est pas la peine d'acheter chaque année ou de se procurer un code papier. Bon. Voilà donc sur ce premier aspect, le Code général des impôts. Deuxième source nationale de la fiscalité, source pratique, je dirais cette fois, le livre des procédures fiscales. Alors juste un mot très rapide hein, sur ce code dont on ne se servira pas ou presque pas. Mais il faut savoir qu'il existe. Hein. Le livre des procédures fiscales est donc un code, mais on l'appelle livre. Il complète en fait le Code général des impôts en prévoyant les mesures, comme je l'indique sur la diapositive, d'exécution nécessaires au recouvrement des impositions de toute nature. En gros, c'est l'équivalent du Code de procédure pénale par rapport au Code pénal. Le Code pénal prévoit les peines et le Code de procédure pénale prévoit les mesures d'exécution de ces
ces peines, comment on fait les enquêtes, comment on fait l'instruction, quels sont les pouvoirs des officiers de police judiciaire, etc., comment fonctionne la juridiction, le procès, les preuves, etc. Donc vous voyez, il y a deux aspects complémentaires, un aspect, si vous voulez, de fond, hein, avec le code général des impôts ou le code pénal, pour l'exemple que je donnais, et un aspect de mise en œuvre, hein, de forme ou de procédure avec le livre des procédures fiscales par rapport au code général des impôts et le code de procédure pénale, si je peux faire la comparaison par rapport au code pénal. Donc, on en est simplement, nous, à travailler dans notre année, si vous voulez, sur les règles de fond. À l'occasion, on verra quelques règles de procédure, mais très peu. Alors, c'est un code un peu particulier, donc, mais qui est également accessible en ligne gratuitement à partir du site gouvernemental Légifrance, hein, que j'évoquais tout de suite, ou disponible naturellement en édition payante et commentée. Alors voilà pour l'aspect code, hein, deux codes principaux qui nous occupent et qui sont une source de données. D'abord le code général des impôts qui est la base, et de manière un tout petit peu marginale pour nous, le livre des procédures fiscales. Vient ensuite la législation fiscale, ce que j'appelle la législation fiscale commentée. Alors c'est une autre source intéressante et peut-être, en tout cas à mes yeux, c'est peut-être la plus importante. Cette documentation est pour l'essentiel accessible sous deux formes principales. Les bulletins officiels des finances publiques, hein, qu'on appelle les BOFIP, qui sont le recueil périodique des textes fiscaux et en particulier de ce qu'on a déjà un tout petit peu évoqué, les circulaires et instructions interprétatives. C'est-à-dire que le ministère, à travers son service de la législation fiscale, va de manière continue interpréter à la lumière des demandes qui lui sont faites par les contribuables, par les autres administrations, etc., par les jugements aussi qui font jurisprudence, ces circulaires et instructions vont interpréter de manière permanente les articles du Code général des impôts, éventuellement du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne les mesures d'exécution. Donc tout ça, ça va se retrouver dans les BOFIP. Et ça va être émis, hein, ces BOFIP, sous la responsabilité du ministre chargé du budget, hein, ou du ministre chargé des finances. Les appellations changent, hein, de temps en temps. La particularité de ces BOFIP, c'est qu'ils sont opposables. C'est-à-dire que concrètement, les contribuables peuvent se prévaloir de ce qu'il y a dans le bulletin officiel contre l'administration fiscale. Donc, éventuellement, s'il y a une disposition favorable aux contribuables dans le BOFIP et que l'administration, pour telle ou telle raison, ne veut pas l'invoquer, le contribuable peut dire: oui, mais attendez, c'est écrit, etc. Même si ça n'est pas précisément dans le Code général des impôts, puisque quelquefois les interprétations vont déborder en quelque sorte ou compléter ce qu'il y a dans le Code général des impôts. Donc ça, c'est un premier aspect, une première forme principale de la documentation fiscale, hein, qui nous intéresse, c'est cet aspect BOFIP. Et puis, il y a une deuxième forme qui est encore plus intéressante pour nous, je dirais, c'est ce qu'on appelle le précis de fiscalité. Le précis de fiscalité est un ouvrage qui auparavant était sur papier, mais qui est désormais tout à fait en ligne, uniquement en ligne d'ailleurs, qui est rédigé par l'administration fiscale elle-même et qui, jusqu'en 2017, pardon, ou 2018, était régulièrement mis à jour en mois de juillet ou de septembre pour l'année suivante. Alors, à noter que la dernière mise à jour que je connais est de septembre 2018. Donc, le précis de fiscalité est disponible sur le site impôt.gouv.fr, donc on reverra ça ensemble. Et la recherche dans le précis de fiscalité se fait à partir d'une table alphabétique qui permet, par exemple, quand on a un cas précis à traiter, d'essayer de se retrouver là-dedans. Alors c'est un document très très précieux, d'abord parce qu'il est relativement rare, c'est-à-dire rare, il est naturellement très accessible, mais il n'est pas malheureusement mis à jour. Or, on a vu que les dispositions de détail évoluaient quand même assez rapidement en matière de fiscalité, donc ça pose un petit problème. Et très très intéressant
parce qu'avec un peu de pratique, la législation fiscale, devient très, très accessible et permet de traiter les cas les plus, j'allais dire les plus simples ou même des cas un peu difficiles, mais on n'aura pas à en traiter. Alors ce site, hein, impôts.gouv.fr que j'évoquais est naturellement d'accès gratuit et mis à jour. Il est assez bien fait et puis on retrouvera, notamment dans le précis de fiscalité, une documentation, très complète et indexée avec des centaines d'entrées, hein, notamment dans cette table alphabétique que j'évoquais. Alors, en complément de la diapositive précédente, voici un extrait, hein, de l'avant-propos du précis de fiscalité. Je le lis avec vous, hein. Je ne vais pas vous faire la lecture, mais vous voyez que un peu l'esprit dans lequel ce travail a été fait par la Direction générale des finances publiques. Donc, le précis de fiscalité est un manuel, hein, de dimension réduite. Enfin, il fait 3000 pages quand même, mais bon. 3000 articles plutôt, je crois. Enfin, beaucoup plus de 3000 articles. Permet de trouver rapidement la réponse aux questions les plus fréquemment posées. Donc, il a été élaboré, bien sûr, sur la base des questions qui remontaient de la part des services déconcentrés, enfin des services territoriaux, bien sûr, du ministère des Finances et donc des contribuables qui ont tel ou tel problème. Chaque cas est un cas particulier souvent, hein. Donc les règles ne sont que générales et donc faire rentrer les cas particuliers dans les règles générales, quelquefois ça nécessite des interprétations et donc ces questions qui sont les plus fréquemment posées, elles trouvent la plupart du temps réponse dans le précis de fiscalité, c'est ce qui le rend très, très intéressant. Deuxième chose intéressante pour nous, c'est que ben, c'est consultable sans connaissance approfondie préalable, c'est-à-dire que vous, en tant que cadre ou chef d'entreprise ou en tant qu'étudiant, maintenant, mais vous pouvez, avec très peu de connaissances ou les connaissances que vous aurez acquises dans ce cours éventuellement, vous retrouver assez facilement dans le code. Il faut en avoir la pratique, savoir qu'il existe et qu'on peut refaire des recherches dedans, ça c'est important. Après, chacun forme sa propre habitude ou pas, hein, de ce type de recherche. Et puis, comme l'indique l'extrait d'avant-propos du précis, le précis facilite l'accès à à la documentation administrative officielle à laquelle il se réfère, mais ne se substitue pas. Donc ça, c'est une mesure de précaution. Le précis de fiscalité, effectivement, va vous permettre de trouver des réponses. Par contre, il met en référence systématiquement les articles du Code général des impôts et les références des circulaires ou des instructions ministérielles qui sont dans le bulletin officiel. Et donc, si vous voulez vous attaquer, entre guillemets, aux services fiscaux en disant, voilà, non, il y a ça, ça, ça et ça, par exemple, sur le calcul de tel ou tel amortissement ou autre, on verra ça ensemble, ça n'est pas le précis de fiscalité qu'il faut citer, mais l'article qui convient du Code général des impôts et la circulaire ou l'instruction qui interprète éventuellement cet article, mais qui est publié, lui, dans le bulletin officiel des finances publiques. Donc voilà, comme je l'avais déjà indiqué, c'est une petite gymnastique. Il faut faire un aller-retour en quelque sorte entre le bulletin, le précis de fiscalité et la documentation opposable. Le précis de fiscalité, pour résumer, n'est pas opposable. Enfin, je termine cette revue, si on peut dire, des sources pratiques d'information sur la fiscalité en évoquant très rapidement le Code des douanes. Alors, le code des douanes fait aussi partie des sources de la fiscalité. Ceci n'est pas dû au fait que les douanes françaises contrôlent les marchandises d'importation. Cette compétence n'est pas de nature fiscale, la compétence strictement douanière par rapport notamment à la taxation, si on peut dire, des marchandises aux frontières, etc. Cette compétence n'est pas de nature fiscale et d'ailleurs relève essentiellement de l'Union européenne. Non, en fait, la contribution du Code des douanes à la fiscalité repose sur le fait que l'administration des douanes est aussi l'administration des droits indirects, et notamment des accises. Vous vous souvenez de ce terme, encore une fois, qui revient. C'est d'origine assez ancienne, hein, comme on l'a déjà vu, et ça reste une compétence d'origine, hein, je dirais, des services des douanes.
Ce n'est pas une compétence de la Direction générale des finances publiques. Donc, dans ce cadre où l'administration des douanes est également l'administration des droits indirects, ben, le code des douanes va traiter des taxes perçues par les douanes, qui sont en fait des taxes intérieures. Donc, c'est des impôts indirects sur les produits énergétiques, sur les alcools, sur les tabacs, également sur les transports maritimes ou aériens, et puis bien sûr l'octroi de mer.